Je pense que la communication de l'ensemble de ces auditions est un exercice de salubrité publique. Ces auditions sont diffusées par LCP, à la télévision, par d'autres chaînes et sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je ne fais que relayer les questions et les réponses que je vous pose. Donc on va arrêter là les polémiques bassement politiques. On va arrêter de donner écho d'ailleurs à des propos parfaitement infamants et qui sortent du cadre de la présidente de l'Assemblée nationale, tenue d'ailleurs ce matin sur une antenne du service public qui fait l'objet ce jour même de la commission d'enquête. Elle a commis ses propos sur le plateau de France Inter, le jour où on auditionne Madame la présidente et directrice générale de Radio France, ce qui, selon moi, est une entorse flagrante et grave à l'esprit d'indépendance et au pouvoir que l'on donne aux commissions d'enquête et aux députés qui en font partie. Nous sommes en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Donc quoi, vous allez lui écrire? Il y a des sanctions possibles? Alors, il y a des sanctions possibles, évidemment, mais en tout cas, on n'en est pas là. Donc là, c'est un simple rappel à l'ordre. Mais je suis l'ensemble des travaux de l'Assemblée nationale, comme vous le dites, j'en suis la garante. Et à nouveau, c'est la crédibilité, c'est la respectabilité de ce que nous faisons. Et donc, il est important de se conformer à nos règles et à nos usages. Yaël Braun-Pivet était l'invitée hier matin de France Inter, quand quelques heures plus tard, Sibylle Veil, présidente de Radio France, s'était interrogée dans le cadre de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Madame Braun-Pivet a volé au secours de France Inter en fustigeant Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission d'enquête, l'accusant de parti pris. La ficelle est grosse, sans doute, mais la Macronie finissante tire ainsi ses derniers feux. Résumons-nous. La présidente de l'Assemblée nationale vient défendre la présidente de Radio France le matin de son audition, et elle le fait dans la maison de Sibylle Veil, au risque d'entacher la crédibilité de Charles Aloncle et de sa mission. Madame Braun-Pivet incarne la collusion qu'il existe entre le service public de l'audiovisuel et les acteurs du camp du bien. Charles Aloncle est un homme de droite. Il appartient à l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, proche de Marine Le Pen. Pour Madame Braun-Pivet et ses amis, on n'est pas loin de l'incarnation du diable. Quand Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, mène les débats sur le renouvellement des fréquences de la TNT lors d'une commission d'enquête, c'était en février-mars 2024. Débat mené avec le parti pris qu'on a vu. Madame Braun-Pivet ne dit rien. Ne vous y trompez pas. Madame Braun-Pivet vient du Parti Socialiste et comme Emmanuel Macron, elle y retourne. Et vous verrez qu'elle sera du côté de LFI quand il s'agira de faire barrage, comme ils disent, si d'aventure une élection municipale, législative ou présidentielle l'impose. En attendant, si j'étais Charles Aloncle, je convoquerais Madame Braun-Pivet devant la commission. Je lui demanderais pourquoi elle attaque le rapporteur sur sa partialité quand elle n'a rien dit sur l'organisation des débats de Monsieur Saint-Toul. Je lui demanderais aussi quand l'invitation de France Inter a-t-elle été programmée et qui a invité Madame Braun-Pivet. Est-ce la rédaction ou est-ce un deal passé entre Madame Veil et Madame Braun-Pivet? Est-ce que la présence de Madame Braun-Pivet répond à une stratégie de communication élaborée entre l'Assemblée nationale et Radio France? Voici des questions intéressantes. Répondez, Madame Braun-Pivet, et répondez sous serment. Les Français ont le droit de savoir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cohen, votre rendez-vous stratégique avec Thomas Legrand et les deux responsables du Parti Socialiste, vous en convenez vous-même, ont scandalisé les Français qui financent l'audiovisuel public avec leurs impôts sans avoir le choix. Et ça a alimenté leur défiance vis-à-vis de l'audiovisuel public. Par ailleurs, sur les méthodes de l'incorrect, je vous signale que des cadres du FN et du RN ont été enregistrés plusieurs fois à leur insu, dans un cadre privé, par complément d'enquête ou envoyé spécial. On revient sur cette phrase de Thomas Legrand, qui vous implique directement par votre nom. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Vous nous dites, ça a été coupé au montage, j'ai répondu, j'ai réagi. Qu'avez-vous répondu? Quelle a été votre réaction?
Et pour terminer, que vous refusiez de donner le montant de vos rémunérations alors que c'est de l'argent public me paraît être un vrai problème. Ouh, la malhonnêteté, monsieur Cohen. Dans la vidéo qui suit, tu vas voir le rapporteur de la commission d'enquête qui met face à ces contradictions. C'est pas bien, monsieur Cohen. Pardon, je vais le répéter tout au long de cette discussion. Je maintiens et je répète que les accusations que vous relayez résultent d'une manipulation, voire d'une falsification, et nous en ferons justice. Ah. Monsieur Cohen, je vous entends réclamer l'intégralité du rush. C'est une invitation à l'égard de vos confrères dans l'incorrect. J'imagine qu'ils vous entendent et qu'ils les publieront probablement dans les prochains jours. C'est votre droit. Vous ne m'avez pas répondu à la question sur la justification des méthodes de vos confrères pour les révélations d'enregistrement qui visaient Laurent Wauquiez. Pourquoi, depuis 2018, vous avez changé d'avis ? Est-ce que c'est lié à votre personne ? Et pour rebondir, ce qui va nous mener à une autre question, le 15 septembre dernier, sur le plateau de C'est à vous sur France 5, vous avez réagi pour la première fois à cette affaire. Et à propos de la vidéo en cause, c'est d'ailleurs ce que vous répétez aujourd'hui devant la représentation nationale. Vous expliquez à propos de la vidéo, je vous cite, ce n'est pas une preuve, c'est un montage. Vous évoquez, je vous cite, 10 points de montage visibles et vous précisez avoir exigé l'intégralité des rushs en vue d'un constat d'huissier. Il y a eu un constat d'huissier, monsieur Cohen. Ce constat d'huissier indique que la vidéo n'était ni truquée, ni falsifiée. Que les 10 points de tronquage n'ont altéré en rien la véracité des propos de monsieur Legrand et de la séquence qui vous filme. Confirmez-vous ces accusations qu'ils sont extrêmement graves? Eh oui, tu t'es fait niquer, voilà. Il faut se vu par un huissier, bah ça a été vu. Il y a eu aucun trafic, c'est-à-dire que le mec, il se fait gauler, rappelle-toi. Il s'est fait filmer avec je sais plus quel collègue là. Je sais plus lequel. Ils sont clairement en train de dire qu'ils vont influencer le débat public, en tout cas à leur échelle, faire tout ce qu'ils peuvent pour faire passer Raphaël Glucksmann aux prochaines élections. Ça a été filmé, entendu, d'accord? Ils étaient en train de dîner avec des responsables de gauche. Un responsable de gauche. Et là, il dit, non, ça a été trafiqué, faut que ce soit analysé, c'est pas normal. Eh ben, ça a été analysé par un huissier. Rien n'était trafiqué, monsieur Cohen. Vous avez été pris la main dans le sac. Et votre seule défense, c'est comme d'habitude. C'est de mentir. Parce que ce gars-là ne sait faire qu'une chose, c'est mentir. Franchement, de toute la sphère des journalistes, hein. Et pourtant, des PUTES, il y en a dans la sphère des journalistes, hein. Mais lui, il est vraiment dans le haut du panier, hein. Ah, le sale boulot du pouvoir, il est... Ah ouais, il est là, hein. Là, tu t'es bien fait niquer, tu vois. Il faut que ce soit analysé. Ça a été analysé. Bravo, monsieur le rapporteur. Beau travail. Durant cette commission d'enquête, c'est ce que vous avez mis en lumière récemment. Désormais, on a des responsables politiques, des responsables d'institutions, de l'audiovisuel public qui mentent sous serment. Absolument. Je ne pensais pas que ça pourrait arriver. Je ne pensais pas que ça pourrait intervenir. Et pour vous dire, pour ceux qui suivent les auditions, et je vois qu'ils sont vraiment très nombreux sur les réseaux sociaux, ouais. Donc ça fait forcément plaisir parce que c'est un travail qui, je le sens, est d'utilité publique, intéresse, trouve son écho, et plus les gens seront nombreux à s'intéresser à la destination de leur argent public, à ces faits d'une extrême gravité qu'on est en train de mettre à jour, plus forcément ça aura de répercussions derrière, et on pourra espérer des sanctions, notamment de la part de la justice. Je vais vous citer un exemple, moi, qui m'a profondément choqué. C'était l'une des premières auditions de cette commission d'enquête avec le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, qui donc s'est occupé avec une équipe de l'audition, enfin de l'audit, pardon, de France Télévisions. Et à 4 reprises, je lui ai posé pourtant une question simple. Est-ce que vous avez, oui ou non, reçu un email de la part du secrétaire général de France Télévisions vous demandant de décaler votre rapport après la reconduction de Delphine Ernotte, parce qu'il y a de très gros soupçons sur le sujet? Il a tout fait pour ne pas me répondre. C'était un magistrat, il parlait sous serment devant la représentation nationale, et les Français payent ce monsieur pour qu'il fasse preuve de la plus grande transparence, et qu'il ait un souci de vérité, et qu'il puisse éclairer les Français, la représentation nationale, de ses travaux. Et on a ce monsieur qui décide de se soustraire totalement de son obligation, qui ne répond pas. Donc en fait, ça traduit même l'affaissement de nos institutions, et je trouve que ça témoigne d'un mal-être extrêmement profond entre ce qu'on pourrait qualifier un peu de système,
c'est-à-dire des hiérarques du Parti socialiste qui s'entraident, des producteurs qui tiennent des sociétés extrêmement lucratives avec des marges importantes qui prennent des centaines de millions d'euros d'argent public, des hauts magistrats de la Cour des comptes qui refusent de témoigner sous serment, alors que pourtant c'est leur métier, alors que pourtant les soupçons qui planent sont d'une grande gravité, des directeurs de l'Arcom, présidents de l'Arcom qui sont incapables de répondre à des questions simples sur la définition des critères par exemple de respect du pluralisme, et des dirigeants de l'audiovisuel public qui mentent même sous serment. Samedi soir, dans l'émission de Léa Salamé, Quelle époque, sur France 2, Christine Ockrent a accusé la chaîne CNews de falsifier les faits et a qualifié ces journalistes de négation du métier de journaliste. Je voulais avoir votre sentiment personnel. Est-ce que selon vous, ces propos relèvent de la diffamation ? Ça m'intéresse d'avoir votre sentiment sur ce point. Par ailleurs, les Français financent l'audiovisuel public avec leurs impôts, sans avoir le choix finalement. Est-ce que vous comprenez que à ce niveau-là, ils attendent de ces dirigeants une neutralité exemplaire ? Bien évidemment, vous avez donné tout à l'heure votre définition de l'impartialité. Et enfin, estimez-vous que l'audiovisuel public, France Télévisions et Radio France, adopte au regard de son grave état financier les mesures correctives suffisantes ? Madame la Présidente, j'ai 3 questions à vous poser. La première est très simple. Avez-vous déjà subi des pressions politiques au sujet de programmes avant ou après leur diffusion? Deuxième question, vous avez donné et esquissé ici même une interview dans le Figaro sur un certain nombre de mesures que vous alliez prendre, puisqu'il y a eu effectivement de graves dysfonctionnements ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur l'information. Je voudrais que vous puissiez nous préciser quelles seront les fonctions, notamment vous avez évoqué la question du directeur éditorial unique. Quelles seront ces fonctions et comment à la fois assurer le pluralisme au sens du pluralisme des rédactions, des angles, des visions de travail, et en même temps cette centralisation. Moi, je m'interroge, et donc je voudrais que vous nous en disiez davantage. Enfin, une dernière question. On a le sentiment, depuis ces dernières années, et avec ce budget constant, malgré l'inflation, que vous êtes face à une difficulté majeure, qui est finalement de concilier la mise en œuvre des missions que vous confie la loi, et auxquels personnellement je suis extrêmement attachée, des droits sociaux et des conditions de travail, face à des moyens qui sont insuffisants. Pour ma part, je considère que les salariés ont été considérablement atteints, que les conditions de travail ont été dégradées dans des antennes régionales. Comment sortir de ce triangle mortifère qui finit toujours par tomber sur la tête des salariés ? Je pense pour ma part, bien entendu, qu'un engagement beaucoup plus fort de la nation dans le cadre budgétaire serait extrêmement important et nécessaire, indispensable dans le contexte géopolitique actuel. Correct, par hypothèse, avait fait un travail qui n'était pas un travail manipulatoire et pensait qu'il était d'intérêt général de diffuser ces vidéos, elle les aurait diffusées les jours suivants. 2 mois après, je ne m'en souviens pas, mais ce dont je me souviens, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'évidemment, 15 jours après ce qu'on a appelé l'affaire Dati, c'est-à-dire l'incident qui m'a opposé à la ministre de la Culture sur le plateau de C'est à vous, je me souviens qu'on en a abondamment parlé. Et si on en a parlé, c'est que l'histoire se retournait contre elle. Et d'ailleurs, l'incident de C'est à vous a en partie contribué au fait que Renaissance n'a pas accordé son soutien à Madame Dati pour la mairie de Paris. Je vous propose d'avancer. Un élément politique. Je vous propose d'avancer. J'indique que j'écrirai demain en tant que président de cette commission d'enquête à l'éditeur, c'est-à-dire au directeur de la rédaction de l'Incorrect, pour qu'il nous communique la vidéo en entier et que les membres de cette commission d'enquête puissent la consulter. Je vous propose d'avancer. D'accord. Mais pour répondre aussi à Madame Duby-Buner qui m'a interrogé là-dessus, j'aurais aimé pouvoir vous répondre, mais je n'ai pas de souvenir de la façon dont j'ai réagi après. Mais de toute façon, pour connaître ma pratique journalistique et pour connaître celle de Thomas Legrand qui va me succéder à ce fauteuil dans pour moi, il n'y a aucun doute, on n'était pas dans un état d'esprit complotiste ou dans l'idée de peser de quelconque façon sur l'opinion
dans le but de faire échouer Madame Dati, pas plus que de faire réussir le Parti socialiste. Et je vous ai donné tout à l'heure lecture de quelques éditos, de quelques écrits, à la fois de Thomas Legrand et de mes éditos à moi, qui montrent que, franchement, la collusion et la façon d'interférer sur l'opinion pour favoriser le Parti socialiste, elle est quand même extrêmement légère. Vous avez indiqué pas vouloir répondre à votre rémunération. J'imagine que vous n'avez pas changé d'avis. C'était la question de Mme Parmentier. D'accord. Je prends Monsieur le rapporteur. Une dernière question, et ensuite je suspends pour 2 minutes avant d'auditionner Monsieur Thomas Legrand. Allez-y, Monsieur le rapporteur, votre micro, Monsieur Cohen. Oui, non, simplement pour peut-être reprendre les différentes questions de mes collègues, notamment du président. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous refusez de nous répondre sur votre rémunération. Vous évoquez un contrat privé passé avec Media One, mais vous n'êtes pas sans savoir que Media One bénéficie des concours publics. Donc en fait, l'argent que Media One vous verse, c'est les impôts des Français, plus précisément la TVA des Français. Pourquoi est-ce que vous voulez pas nous indiquer le salaire qui vous est versé au titre d'ailleurs du service public? Parce que c'est mon droit, monsieur le rapporteur.